Chers enseignants, chers condisciples, chers auditeurs, nous vous saluons. Je me nomme Djetia Kamnem Alexandre, étudiant au niveau 4 à l'École normale supérieure. Je suis le rapporteur du groupe 2 de l'unité d'enseignement de DI 412 intitulé Didactique des mathématiques. Le travail qui nous a été donné était de fournir un compte rendu de l'article intitulé Le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement. Cet article est en fait le résultat d'un colloque international qui s'est tenu à l'Université de Bordeaux en 2008, dont le titre était Les didactiques et leur rapport à l'enseignement et à la formation. Et ce compte rendu nous est en fait fourni par les enseignants de l'Université de Bologne, qui sont Bruno Damor, Marca Isabel Fandino Pinella, Inès Marazani, Georges Santi et Sylvia Baragli. Par la suite, nous allons déjà vous fournir, comme nous l'avons dit, un compte rendu de l'article, et ce, sous 4 plans. Nous parlerons des impacts des conceptions épistémologiques des enseignants sur les apprenants. Ensuite, nous parlerons des obstacles épistémologiques, puis du contrat didactique, et nous chuterons en parlant des convictions erronées des enseignants et comment cela affecte les apprenants. Nous commençons. Si l'épistémologie se définit comme l'étude critique de la construction du savoir dans différentes sciences, les conceptions épistémologiques, quant à elles, se définissent comme un ensemble de convictions, de principes, de savoir et de savoir-faire propres à un groupe de personnes données et dont on se sert pour évaluer leur validité. L'épistémologie, dans son idéal, entend donc identifier et unifier les différentes conceptions épistémologiques. Et pour ce faire, elle procède par 3 étapes, à savoir, première étape, identifier les différentes méthodes. Deuxième étape, évaluer les validités de ces méthodes. Et la troisième étape étant de créer des liens, des relations entre toutes ces méthodes. Nous verrons par la suite que ce travail de l'épistémologie est loin d'être une tâche facile, mais plutôt laborieuse. Dans ce sens-là, où les conceptions épistémologiques peuvent apporter des difficultés aux apprenants. Parlant de l'impact des conceptions épistémologiques des enseignants sur les apprenants, notons qu'il peut arriver que par certaines conceptions des enseignants, n'est-ce pas, ils soient poussés à adopter des croyances et même des comportements qui rendront la tâche d'apprentissage difficile pour les apprenants. À l'ordre de ces croyances ou comportements, on peut citer par exemple le fait de penser pour un enseignant que l'enseignant doit avoir enseigné tout ce qui, selon lui, doit être su, ou encore l'apprenant doit se souvenir de tout ce que l'enseignant a dit et que cela devrait être appris par cœur, ou encore comme autre croyance, chercher une solution consiste à attendre une réponse miracle. Eh bien, comme conséquence de ces conceptions citées, en plus du travail de l'étudiant qui devient laborieux, du fait qu'il doit rabâcher ses cours tout le temps, dans l'ultime objectif de les maintenir tous dans sa mémoire, on assiste à un éloignement de l'activité didactique qui se veut d'abord cognitive et se développant par la création chez l'apprenant des conflits socio-cognitifs. Dans ce sens que l'enseignant, dans son ultime but de tout enseigner, pourrait être amené à adopter des pratiques enseignantes telles que la suggestion des réponses aux apprenants, ou même l'acceptation des réponses incomplètes ou encore fragmentées. Un savoir pour qu'il soit entièrement su. Et cela dans l'ultime objectif peut-être d'achever son programme, de voir tout ce qui doit être vu, et ainsi de suite. Et cela, il va sans dire que cela rendra l'activité d'autant plus laborieuse pour l'apprenant, car les notions n'ayant pas été touchées dans leur fond. Comme autre conséquence,
on peut citer la sous-évaluation des apprenants, car ceux-ci se retrouvent évalués sous la seule égide du savoir mémorisé et non pas en situation problème. Ou même encore, l'allongement illimité du temps d'enseignement, car devant un échec, l'enseignant se sent obligé de reprendre l'enseignement dans sa totalité. Et comme autre conséquence, on a aussi les conséquences sociales démontrées par les demandes réitérées par l'administration d'alléger les programmes. Parlant des obstacles épistémologiques, notons qu'on définit un obstacle épistémologique comme une résistance au développement de la connaissance. Pour ainsi dire, pour qu'on puisse parler d'obstacle épistémologique, il faut déjà qu'il y ait une notion qui a eu un domaine de validité, premièrement. Et deuxièmement, la notion doit présenter une barrière à franchir pour l'apprenant, pour qu'il puisse continuer le développement de ses connaissances. Notons ainsi que ces obstacles ne constituent pas forcément des notions fausses, mais il s'agit généralement des notions qui ne sont vraies que localement, voire dans certaines conditions précises. C'est ainsi par exemple, comme c'est l'un des exemples cités dans l'article, où avec le cas des nombres entiers naturels, nous avons deux propriétés à savoir. On sait que tout nombre naturel admet un successeur. Et une propriété qui sonne comme une remarque, lorsqu'on fait le produit de deux nombres naturels, on doit obtenir un nombre naturel plus grand. Eh bien, l'apprenant peut se représenter cela se disant, bon, si maintenant je vais dans les nombres rationnels, sachant que l'ensemble des nombres naturels est dans l'ensemble des nombres rationnels, alors forcément, les nombres rationnels auront toutes les propriétés des nombres naturels. Et il peut se dire que, bon, si je fais dans le produit de deux nombres rationnels, je trouverai un nombre rationnel plus grand. Tu l'es. Et c'est là qu'il se trompe. Exemple, si je fais 2 tiers fois 3, qui sont en fait deux nombres rationnels, les mêmes combinaisons d'un rationnel et d'un naturel. En faisant 2 tiers fois 3, on trouve 2, qui est en fait plus petit que 3. Et c'est là donc qu'il y a un obstacle épistémologique qui se pose. On assiste donc ainsi à un cas où une connaissance valide, pourtant valide, peut être source de conflits socio-cognitifs pour l'apprenant et constitue ainsi une barrière à l'acquisition d'une nouvelle connaissance, une barrière à franchir pour son voyage dans le monde de la connaissance. On entend par contrat didactique un ensemble d'obligations réciproques entre l'enseignant et l'apprenant. Ce sont des obligations largement implicites, mais qui fixent les tâches de l'un et de l'autre, et ce dont chacun aura la responsabilité et devra rendre compte dans le futur. L'article que nous avons en notre étude nous présente des cas précis où le fait qu'il y ait un contrat didactique peut pousser l'apprenant à faire des erreurs dans son analyse. Elle nous présente par exemple une expérience qui a été faite en classe de CE2 dans un pays où on a posé le problème suivant aux élèves du CE2. Disons que l'élève A dépense 30 000 francs et l'élève B ne dépense que 20 000 francs. On a demandé aux élèves qui avaient le plus d'argent. Les élèves ont réfléchi et la grande majorité a répondu que c'est l'élève qui avait le moins dépensé qui avait le plus d'argent. Peut-être se disant qu'ayant moins dépensé que l'autre, alors a sûrement encore des restes. Or, nous savons tous qu'il n'est pas possible de résoudre un tel exercice car il manque des données. Mais les élèves déjà avaient tous résolu l'exercice et avaient fourni des réponses dont la majorité était à savoir que c'est l'élève qui a le moins dépensé qui a le plus d'argent.
C'est ainsi que on se rend donc compte que le problème en fait c'est que les élèves faisaient face à deux clauses, à savoir la clause des attentes, qui dit en fait que l'enseignant attend une réponse obligatoirement. Il faut à tout prix donner une réponse, sinon on aura un zéro. Et ensuite, on a la clause de la constance, à savoir l'enseignante a toujours donné des problèmes à résoudre sous la forme d'un texte à rédiger avec des nombres. Et pour fournir un résultat, l'élève sait qu'il a toujours eu à effectuer des opérations à partir de ces nombres. Et on voit donc en fait que le fait qu'il y ait un contrat didactique a en fait poussé l'élève à vouloir résoudre un problème qui en fait n'a pas de solution jusqu'à apporter une réponse. Des problèmes que peuvent rencontrer les apprenants dans leur recherche du savoir se trouvent aussi les conditions erronées des enseignants. En effet, des études ont tendu à prouver qu'il existe une relation directe entre les convictions des enseignants dans les pratiques de classe et les conceptions des apprenants. C'est ainsi qu'une expérience réalisée par Sbaragli, l'un des auteurs de cet article qui nous a été confié, il s'était rendu dans une école primaire, a pris des enseignants sur le volet et il a posé en fait des problèmes sur l'infini. Il leur a donné deux droites, à savoir deux segments de droite, un segment AB et un segment CD, avec le segment CD qui est plus grand que le segment AB. Il leur a demandé à savoir lequel des segments avait le plus de points. Beaucoup de ces enseignants ont répondu naturellement que c'était le segment qui était le plus grand, qui avait le plus de points. Or là se pose un problème, parce que nous savons que un segment tel que le segment AB, qui bien que plus petit, a quand même un nombre infini de points. Donc, en disant que CD a plus de points que AB, c'est en fait dire que le segment CD, qui a aussi, c'est vrai, un nombre de points infini, a en fait plus de points que la quantité infinie de AB. Nous voyons donc là que c'est une conviction erronée, car l'infini n'est pas comparable. Et cette conviction erronée ne pourrait que se répercuter sur les conceptions des élèves par rapport à l'infini. En guise de conclusion, nous notons donc que l'article démontre de façon sine qua non l'importance de la bonne formation de l'enseignant de mathématiques. Car, autant dans ses simples convictions, celui-ci peut affecter les conceptions des apprenants et rendre leur apprentissage laborieux. Il en ressort que l'article a été d'un accès particulièrement difficile, autant dans ses termes que dans ses idées. Et parlant de l'article, notant qu'il date de 2008, soit il y a 12 ans, puisque nous sommes en 2020, nous nous interrogeons maintenant sur l'évolution qui a eu lieu dans le domaine de l'épistémologie de l'enseignant, dans l'enseignement des mathématiques. Merci.